Merci, Monsieur le Président. Donc, ce que les éléments de preuve montrent est que les forces loyales, les forces FDS loyales, s'étaient rassemblées à la base navale de Locodioro avec les autres forces pro-Gbagbo. Et je voudrais maintenant aborder le dernier argument de la défense. À l'annexe 3, au paragraphe 628 de sa requête, M. Gbagbo argue du fait que les témoins de l'accusation n'ont pas identifié les auteurs comme étant des éléments des forces pro-Gbagbo. Notre réponse. La description des attaquants par les témoins montre qu'il s'agissait de forces pro-Gbagbo. La déposition du témoin 109 indiquant que plusieurs jeunes de Yaoundé leur avaient déjà jeté des pierres, faisait partie des attaquants qui l'ont blessé et qui l'ont laissé pour mort le 25 février 2011. Si vous le permettez, je voudrais maintenant très rapidement passer à huis clos partiel, très rapidement. Le Président, très rapidement, très brièvement. Monsieur MacDonald, très brièvement. Le Président, passant à huis clos partiel. Le juge président, Monsieur MacDonald, la parole est à vous. Monsieur MacDonald, le témoin 441 a témoigné en disant que Magui Le Tokar et Agbolo, un associé connu de Monsieur Blé Goudé, faisaient partie des attaquants à Doucouré, ainsi que beaucoup d'autres personnes armées. Des civils, des personnes en uniforme, des officiers de police, également des vagabonds. L'accusation rappelle que le témoin 434 a vu le commandant du GPP, Magui Le Tokar, à la base navale de Locodioro le 12 avril et a également témoigné que le GPP était l'auteur de violences à Yopougon pendant cette période. Excusez-moi, j'étais un peu distrait. L'accusation rappelle que le témoin 434 avait vu le commandant du GPP Magui Le Tokar à la base navale de Locodioro le 12 avril. Il a également témoigné que le GPP commettait des actes de violence à Yopougon pendant cette période. Le témoin 109 a identifié des Libériens parmi les attaquants et il a entendu que l'on y parlait anglais. Le témoin 568 a également entendu les attaquants s'exprimer en anglais et il en va de même pour une autre victime de violences sexuelles dont vous avez entendu parler et je ne vais pas demander à passer à huis clos partiel pour vous donner le numéro de témoin. Et comme cela a été indiqué plus tôt, le témoin 435 a témoigné du fait que des Libériens commettaient des crimes à Yopougon contre ceux qui étaient considérés comme des sympathisants pro-Ouattara après l'arrestation de M. Gbagbo. En outre, le témoin 483 a témoigné en disant que des mercenaires libériens étaient basés à la résidence présidentielle et se sont rendus à la base navale de Locodioro après l'arrestation de M. Gbagbo. En outre, les mots et les actions des attaquants qui avaient ciblé les Dioula et les sympathisants, ou ceux considérés comme des sympathisants pro-Ouattara à Mami Faïté et Doucouré, ont montré qu'il s'agissait de forces pro-Gbagbo. Les auteurs ont dit qu'ils allaient tuer l'ensemble des Dioula. Ils ont vérifié l'identité des civils et ils ont effectivement tué beaucoup d'hommes Dioula pendant les attaques. Et au cours des attaques. Les attaquants ont également violé les femmes considérées comme des sympathisants de Ouattara. Et enfin, les blessures, les massacres et les viols de sympathisants perçus comme étant les sympathisants de Ouattara le 12 avril ou autour du 12 avril s'inscrit dans un cadre de crimes similaires systématiquement commis par les forces pro-Gbagbo pendant la période post-électorale dont je parlerai maintenant lorsque je vais aborder les éléments contextuels de crimes contre l'humanité.
Je vois l'heure qu'il est, Monsieur le Président. Je propose de procéder de la manière suivante, si vous le voulez bien. Je vais commencer mon intervention au sujet de mes observations sur les éléments contextuels, mais je ne pourrai pas achever ma présentation aujourd'hui en ce qui a trait aux éléments contextuels des crimes contre l'humanité. Je vais aborder le premier argument avancé par la défense qui concerne la ligne de conduite. Je vais traiter, ou je propose en tout cas d'en terminer avec ce premier point, et nous devrions en terminer à 16 heures ou quelques minutes après 16 heures. Microphone. Le Président, votre microphone s'il vous plaît. Monsieur MacDonald, donc dans la troisième section de notre réponse, nous faisons valoir les éléments de droit. Dans la deuxième partie, nous examinons de manière détaillée les éléments de preuve qui figurent au dossier qui concernent la norme appliquée en l'espèce pour les étapes futures. C'est-à-dire que les forces pro-Gbagbo ont mené des attaques systématiques et généralisées à l'encontre d'une population civile perçue comme étant des partisans de M. Ouattara. En agissant de la sorte, nous répondrons également aux arguments avancés par la défense concernant les éléments contextuels. Demain, j'aborderai la question du plan commun lorsque je discuterai des modes de responsabilité au titre de l'article 25.3a. Mais je crois qu'il convient à présent de rappeler la manière dont l'attaque s'est déroulée. Le 27 novembre 2010, la mise en œuvre du plan commun avait évolué au point d'inclure une politique d'État ou d'organisation visant à attaquer les civils considérés comme des partisans de M. Ouattara. Après le premier tour des élections présidentielles, M. Bédier a encouragé l'électorat qui avait voté pour lui à soutenir M. Ouattara et à voter pour lui au deuxième tour de scrutin. Fort de cet appui, M. Ouattara était désormais le favori pour le deuxième tour des élections. M. Gbagbo, quant à lui, était président depuis octobre 2000. 5 ans au-delà du mandat prévu, un mandat qui aura été marqué par des conflits ethniques, des coups d'État, des tentatives de coup d'État et la séparation du pays en deux parties. Les rebelles occupaient le nord et M. Gbagbo régnait sur le sud. En août 2010, en prévision des élections, M. Gbagbo a rappelé à ses généraux qu'ils lui devaient loyauté, car après tout, si lui tombait, eux aussi ils tomberaient. M. Gbagbo, ainsi que son entourage immédiat, y compris M. Blé ont également se sont préparés en vue de violence. En effet, ils ont formé et armé des jeunes et des milices pro-Gbagbo. M. Gbagbo a réquisitionné, pour aucune raison opérationnelle légitime, il a réquisitionné l'armée le 14 novembre 2010. La campagne précédant le deuxième tour donc a démarré et M. Gbagbo a commencé à utiliser un langage incendiaire lorsqu'il parlait de son adversaire, M. Ouattara. Lors d'un meeting politique qui a eu lieu le 20 novembre, M. Gbagbo a déclaré que M. Ouattara était responsable du coup d'État de 1999 contre M. Bédier, en ajoutant que, et je cite, « Le serpent n'est pas encore mort. Et de ne pas laisser tomber leur matraque. » M. Gbagbo a en outre qualifié M. Ouattara ou accusé M. Ouattara d'être à l'origine des violences en Côte d'Ivoire et a ajouté qu'après le 28 novembre, les germes de la violence doivent être éradiqués
pour de bon, il faut épurer la vie politique de Côte d'Ivoire de cela. Il n'est donc pas étonnant que des actes violents ont commencé dès le début du deuxième tour de scrutin et se sont poursuivis jusqu'à l'arrestation de M. Gbagbo. Cette violence, comme nous allons le démontrer, visait la population civile considérée comme étant pro-Ouattara. Au cours des 5 mois qui ont suivi, les FDS, les jeunes pro-Gbagbo, les milices et les mercenaires ont tué, violé et grièvement blessé des civils perçus comme étant des partisans de Ouattara à Abidjan. En effet, les civils perçus comme étant des partisans de Ouattara, qu'ils soient réels ou supposés, étaient du coup considérés comme des militants de l'opposition, des militants politiques et des partisans. Les civils étaient donc considérés comme des sympathisants de l'opposition, du fait de leur religion, ils étaient musulmans, ou de leur ethnie parce qu'ils étaient djoula, ou de leur provenance parce qu'ils venaient du nord de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que les Ivoiriens d'origine ouest-africaine. Les forces pro-Gbagbo ont attaqué les sympathisants perçus comme étant proches de Ouattara en suivant une ligne de conduite similaire que je décrirai dans quelques instants. En effet, ils ont ciblé des manifestants pro-Ouattara ainsi que les locaux du parti de l'opposition. Ils ont attaqué les quartiers perçus comme étant pro-Ouattara ainsi que les mosquées. Ils ont tué des civils à la suite de vérifications d'identité, notamment au barrage routier. Et ils ont tiré au mortier, sans discernement, contre des civils perçus comme étant des sympathisants de Ouattara ou dans leur quartier. Certains des moyens utilisés pour commettre ces actes violents ont évolué au fil du temps. M. Gbagbo était devenu plus attachés au pouvoir et donc lui, comme M. Blé Goudé, ont accru leur violence. À titre d'exemple, vers la fin février, j'ai fait allusion à cela et j'y reviendrai plus tard, les FDS ont commencé à tirer des obus sur certaines parties d'Abobo en tuant des civils. Environ à la même période, à Yopougon, M. Blé Goudé appelait les jeunes pro-Gbagbo à ériger des barrages routiers. Et à ces barrages routiers, des civils étaient persécutés puis tués. Ce qui a relié ces événements ensemble, pour reprendre les propos de la Chambre préliminaire dans sa décision de confirmation des charges contre M. Blé Goudé, au paragraphe 146, c'était, et je cite, le rôle extrêmement important de coordination de M. Gbagbo. L'objectif global était de le maintenir, et je cite, au pouvoir à tout prix, y compris par l'emploi de la force contre des civils. Fin des citations. L'accusation fait valoir que les éléments de preuve démontrent qu'entre le 27 novembre 2010 et le 12 avril 2011, autour de cette date, à Abidjan, les forces pro-Gbagbo ont mené une attaque généralisée et systématique contre une population civile perçue comme étant pro-Ouattara. En outre, cette attaque a été menée dans la poursuite d'une politique d'État ou d'organisation Je réponds maintenant aux principaux arguments avancés par la défense concernant les éléments contextuels. À l'annexe 3, page 138, et M. Gbagbo et M. Blé Goudé au paragraphe 4 et 5 de leurs requêtes respectives font valoir que, premièrement, la ligne de conduite impliquant la commission de multiples actes auxquels il est fait référence à l'article 7.1 n'est pas prouvée. Et ils indiquent également que la politique d'État ou d'une organisation visant à commettre une attaque n'a pas été établie non plus. Je vais donc répondre à ces arguments et je vais commencer par la ligne de conduite.
S'agissant de la ligne de conduite impliquant la commission d'actes multiples auxquels il est fait référence à l'article 7.1, l'accusation fait valoir que les éléments de preuve qui figurent au dossier de l'affaire, s'agissant des actes prévus à l'article 7.1, ont été commis et se rapportent aux 5 incidents et qu'ils suffisent en eux-mêmes à établir l'existence d'une ligne de conduite. Il y a eu en effet au moins 142 meurtres, 17 viols et 110 autres actes inhumains, ainsi que de multiples actes de persécution. Les éléments de preuve montrent que ces actes n'étaient pas aléatoires. Ils n'ont pas été commis par coïncidence. C'étaient des actes de violence commis par les forces pro-Gbagbo contre des civils considérés comme des partisans de M. Ouattara, et ce à Abidjan pendant la crise post-électorale. Mais il y a plus, Monsieur le Président. Outre les 5 incidents faisant l'objet des charges, l'accusation a présenté d'autres éléments de preuve tendant à démontrer l'existence d'une ligne de conduite, y compris les preuves relatives à des actes visés à l'article 7.1 commis pendant ou dans le cadre de 20 autres incidents. Mais au-delà de ces 20 incidents supplémentaires, vous disposez de preuves testimoniales supplémentaires concernant des actes article 7.1 commis par les forces pro-Gbagbo contre des personnes considérées comme des sympathisants de M. Ouattara pendant la violence post-électorale à Abidjan. Ces éléments de preuve sont décrits au paragraphe 229 et suivant de notre réplique. M. Gbagbo prétend dans sa requête au paragraphe 3, le paragraphe 640 de l'annexe 3, que le but n'est pas clair, tel que prétendu par l'accusation. Notre réponse. Soyons clairs, les éléments de preuve d'actes relatifs à des actes article 7.1 commis lors de ces incidents, 20 incidents, corroborent et étaient notre position, à savoir qu'il existait une ligne de conduite. Il faut insister sur ce point parce qu'il est important. C'est cette ligne de conduite elle-même qui doit être prouvée, pas les actes individuels qui ont été commis. La ligne de conduite elle-même doit être prouvée. Les preuves relatives aux 20 autres incidents corroborent et étaient l'argument selon lequel les forces pro-Gbagbo ont mené des actes visés à l'article 7.1 contre des civils perçus comme étant des sympathisants Ouattara à Abidjan pendant la crise post-électorale. Et les autres preuves auxquelles j'ai fait référence corroborent et complètent cette position. Vous avez donc les 5 incidents. Ensuite, il y a 20 incidents supplémentaires et d'autres éléments de preuve qui figurent déjà au dossier. Et l'ensemble de ces éléments de preuve montre donc que tous ces actes-là, visés à l'article 7.1, suivent la même ligne de conduite. Et cette pratique ou ligne de conduite que je vais décrire à l'instant démontre que les actes violents, ce n'étaient pas des actes aléatoires ou des coïncidences. Mais quelles sont ces pratiques ou cette ligne de conduite au juste? La première pratique est la suivante. Les forces pro-Gbagbo
ciblé les militants politiques pro-Ouattara, réels ou supposés, ainsi que les sympathisants lors des manifestations ou dans les locaux des partis politiques. Par exemple, pendant la soirée du 1er décembre, une unité de la gendarmerie de Yopougon a attaqué le bureau du RDR à Ouassakara, tuant ainsi 4 civils et blessant 7. Vous avez entendu le témoignage du 440 à cet égard. Il était présent. Le 6 décembre, le BMO du SECOS, BMO, j'aurais dû l'indiquer plus précédemment, la brigade du maintien de l'ordre, a exécuté un civil lors d'une manifestation du RHDP à Adjamé, Boribana. Les FDS ont tiré sans discernement sur les manifestants pendant la marche du 16 décembre. Pendant cette même marche, les membres du GPP et de la FESI ont passé à tabac des manifestants. Les membres de la FESI ont également tiré sur des manifestants et en ont blessé quelques-uns. Le 3 mars, lors de la marche des femmes, les FDS ont tué 7 femmes et ont blessé d'autres civils. Là encore, il s'agissait d'une manifestation contre l'autorité de M. Gbagbo. Le 8 avril, des forces sous les ordres de l'aide-de-camp de Simon Gbagbo ont exécuté 4 gardes du corps d'un porte-parole du RDR. Les forces pro-Gbagbo ont également pillé ou détruit les locaux des partis politiques. Ils ont également procédé au pillage ou à la destruction des domiciles de représentants de l'opposition. Tous ces actes militent en faveur de l'existence de cette ligne de conduite. Il convient alors de rappeler que, par ailleurs, les meetings organisés par M. Gbagbo n'ont pas fait l'objet d'attaques. Au lieu de cela, ils étaient protégés et cela a été démontré dans le cadre de cette affaire. Je vais à présent décrire la deuxième pratique qui participent de cette ligne de conduite. Les forces pro-Gbagbo ont ciblé des civils, y compris des représentants religieux, dans des quartiers habités par des personnes considérées comme pro-Ouattara. Cette pratique est démontrée par les éléments suivants. Les attaques sur certaines parties d'Abobo, survenues les 17 et 18 décembre, au lendemain de la marche du 16 décembre. Les tirs ou le pilonnage sans discernement les 3 et 17 mars qui a eu lieu à Abobo, essentiellement dans des quartiers pro-Ouattara. Les quartiers pro-Ouattara de Doucouré et de Lem ont fait l'objet d'attaques entre les 25 et 28 février et les quartiers de Doucouré et Mamifayté le 12 avril. Le 15 mars, le groupe de miliciens de Magui le Tokar et des membres de la BAE, la brigade anti-émeute, ainsi que des membres de la gendarmerie ont attaqué Port-Boué 2. Ils ont tué un imam ainsi que d'autres civils. Le 19 mars, les membres des miliciens du GPP, sous les ordres du CRS 1, ont attaqué la maison d'un imam à Williamsville et l'ont tué, ainsi que d'autres civils. D'autres éléments militent en faveur de l'existence de cette ligne de conduite. En effet, des forces pro-Gbagbo ont pillé ou détruit des mosquées. Ils ont pillé des magasins appartenant à des habitants du Nord ou à des Africains de l'Ouest. La troisième pratique est celle-ci. Les forces pro-Gbagbo ciblaient les civils considérés comme étant pro-Ouattara à la suite de vérifications d'identité. Cela se produisait principalement au barrage routier. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Je vous rappelle simplement le témoignage d'une victime du 16 décembre, de la marche du 16 décembre, et
Je vous rappellerai ce qui lui est arrivé, comment elle a été arrêtée, ce qu'il est advenu d'elle. Elle a été arrêtée par des jeunes pro-Gbagbo. Je n'en dirai pas plus parce que nous l'avons entendu à huis clos partiel. Mais dans notre réplique, vous trouverez les passages pertinents de sa déposition. Après le 25 février, des rebelles soupçonnés ont été lynchés ou brûlés par des jeunes patriotes à des barrages routiers à Yopougon. Et c'était pratiquement quelque chose qui se produisait tous les jours. Le 11 mars, les jeunes parlementaires ont tué un homme burkinabé à Yopougon parce qu'il le soupçonnait d'être un informateur rebelle. Le 12 avril, les forces pro-Gbagbo ont fait du porte-à-porte en identifiant des hommes comme étant pro-Ouattara. Ils les ont tués, ils ont violé les femmes. Permettez-moi de décrire maintenant le dernier exemple de cette pratique. Les FDS tiraient des obus sans discernement dans des zones densément peuplées par des sympathisants pro-Ouattara supposés. Cette pratique est illustrée par ce qui s'est passé le 3 mars et le 17 mars. En outre, les FDS ont tiré au mortier sur certaines parties d'Abobo au moins le 26 et le 27 février, entre le 11 et le 12 mars et le 22 mars. Enfin, le 11 avril, la garde républicaine a pilonné une boulangerie à Trècheville. Tous ces événements ont causé des victimes. Tous. Cette ligne de conduite est également démontrée par des témoins des FDS et des témoins civils. Ces témoins sont venus déclarer que à partir de la fin février 2011, les FDS ont tiré des mortiers et ont placé des mortiers face à certains endroits précis. Ils ont également déclaré qu'en février et en mars, les convois FDS ont tiré sans discernement dans des zones entre le camp commando et d'autres camps. Ce sont là quelques exemples, j'ai dit bien quelques exemples seulement de cette ligne de conduite. Et dans notre réplique, vous trouverez des exemples plus détaillés. Je voudrais dire un mot au sujet des observations formulées par M. Gbagbo, selon lesquelles l'accusation s'est fondée sur des rapports provenant d'ONG et de Nations Unies qui contiennent des oui-dire anonymes. Voir annexe 3, paragraphe 764. D'abord, comme l'a déclaré M. Stewart lors de sa présentation, à ce stade-ci de la procédure, donc à mi-procès, la Chambre devrait s'abstenir de procéder à une appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des éléments de preuve, sauf dans des cas extrêmement limités. Deuxièmement, et plus important, comme cela est indiqué dans la section 2b de notre réplique, rien n'empêche la Chambre de se fonder sur des éléments de preuve par oui-dire. Le statut ne le lui interdit pas, notamment lorsqu'il s'agit de corroborer ou de compléter les 5 incidents faisant l'objet des charges. Toutefois, nous avons choisi de répondre à ces préoccupations dans notre réplique, comme je l'ai indiqué dans la section 2b et la section 3. Et nous faisons valoir que les rapports sur lesquels nous nous sommes fondés, notamment ceux qui émanent de l'ONUCI, sont des sources fiables de preuves. S'il est vrai que les rapports de l'ONUCI contiennent effectivement des éléments de preuve par oui-dire, il n'en demeure pas moins que la méthodologie suivie pour la collecte de ces informations est suffisamment fiable. Pour terminer, mon propos sur la ligne de conduite, ces actes prévus à l'article 7.1 n'étaient pas sans lien les uns aux autres et n'étaient pas des actes aléatoires.
Nous estimons que les éléments de preuve démontrent clairement que ces actes établissent l'existence d'une ligne de conduite et qui mérite que la Chambre renvoie cette affaire au prochain stade de la procédure. Après tout, c'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter là-dessus et je reprendrai demain. Le juge-président, merci. Nous allons donc lever l'audience et nous allons reprendre demain matin à 9h30, je l'espère. Et vous pourrez alors poursuivre votre présentation, monsieur le procureur. Et je suppose que vous allez en terminer demain. Oui, très bien. Merci beaucoup. L'audience est levée. Nous reprendrons demain à 9h30.